Jeudi 31 août 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Événement en version française. Dans les actualités de ce jour, page faits divers pour commencer. Fenouasne et sa mère ont été placés en détention provisoire à la prison d'Intanmour à l'issue de leur audition par le juge d'instruction qui s'est tenu durant toute la journée d'hier. L'enquête se poursuit avant le renvoi de l'affaire devant la cour criminelle pour jugement. Rotristrel Rakout-Malal nous en dit plus. Hier soir, un peu avant 21 h, Fenouasne et sa mère ont été transférés à la prison d'Intanmour après avoir été entendus par le juge d'instruction au palais de justice d'Anoussi. Un désaccord est survenu entre le parquet et le juge d'instruction quant aux mesures à prendre en attendant le procès. Le juge avait initialement ordonné la mise en détention de la mère de Fenouasne et mis cette dernière sous contrôle judiciaire. Mais le parquet a immédiatement fait opposition auprès de la chambre de détention. Celle-ci a tranché. Fenouasne et sa mère seront toutes deux maintenues en prison dans l'attente de leur procès, a précisé Rakutniana Narinjanavaln, procureur de la République près du tribunal de première instance. À ce jour, 5 personnes sont placées en détention provisoire dans le cadre de l'affaire d'Ambouy Malaz, une affaire dramatique ayant entraîné la mort de plusieurs personnes. L'enquête suit son cours pour établir les responsabilités avec précision. Le procureur a tenu à rappeler que le procès criminel se fera en audience publique et de souligner que des peines particulièrement sévères attendent les auteurs de meurtres conformément à la loi. 20 lingots d'or d'une valeur estimée à plus d'1 milliard d'ariars ont été saisis par les agents des douanes à Ivat le 22 juillet dernier à la suite de l'enquête sur le ressortissant sri-lankais qui tentait de les exporter clandestinement. Un atelier illégal de transformation d'or a également été découvert. Toujours un reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal. 20 lingots d'or destinés à être exportés en toute illégalité ont été interceptés le 22 juillet dernier à l'aéroport international d'Ivatu. Ils étaient transportés par un ressortissant sri-lankais. L'enquête approfondie menée par les autorités a permis de révéler l'existence d'un atelier clandestin de transformation d'or, opérant en partenariat avec un Pakistanais et un autre Sri-Lankais résidant à Dubaï. L'intervention sur place a permis de découvrir un équipement complet, four à pression, moule, presse métallique, chalumeau, balance de précision. Le ressortissant sri-lankais a été présenté devant le pôle anticorruption le 25 juillet dernier. Il a été placé en détention provisoire à Tiafa, tandis qu'un avis de recherche a été lancé contre ses complices. Quant aux lingots d'or d'une valeur de plus de 1 milliard d'ariars, ils ont été remis à la Banque centrale de Madagascar. Dans la suite des actualités de ce soir, parlons à présent politique. Alors que l'État malagasy en est à la finalisation des préparatifs pour accueillir le 45e sommet de la SADC, le secteur privé apporte également son soutien à l'organisation de l'événement, comme notamment le cas pour la couverture du réseau Internet assuré par la société de télécommunications privée IAS. Une convention de partenariat a été signée aujourd'hui au CCO du Stade Barriam à Masne entre cette entreprise, le ministère des Affaires étrangères et le ministère du développement numérique, des postes et des télécommunications. Reportage sur les images de Zaran Jansou. À 4 jours de l'ouverture du 45e sommet de la SADC, la ministre des Affaires étrangères a annoncé que le gouvernement est désormais dans la dernière ligne droite des préparatifs. Environ 350 à 450 participants sont attendus pour les grandes réunions qui se tiendront au CCI Ivat, tandis que 400 à 600 personnes sont prévues pour les conférences publiques à l'amphithéâtre EGS d'Ankatsu. Parmi les contributeurs majeurs à cette organisation figurent les acteurs privés, comme l'entreprise de télécommunications IAS, chargée d'assurer la connectivité Internet sur tous les sites du sommet. Je dirais que cette mobilisation logistique de grande envergure est à l'image de notre ambition. Faire de ce sommet un moment de dialogue stratégique, de visibilité diplomatique, mais aussi de rayonnement pour notre pays. Le ministère des Affaires étrangères, pleinement conscient de l'enjeu, s'engage à coordonner avec efficacité les différentes activités, mais surtout avec toutes les parties prenantes, et particulièrement avec IAS, qui nous fait l'honneur d'être ici et qui nous accompagne dans tous les préparatifs, mais surtout pour le grand jour. Et nous sommes vraiment prêts
à faire en sorte à ce que nous soyons tous des acteurs de la réussite, du succès de ce sommet de Madagascar. Le partenariat que nous allons sceller à travers la signature de ce jour est un partenariat à 3 voies qui illustre parfaitement notre volonté commune de mettre en œuvre un événement d'envergure dans le respect des standards internationaux, comme l'a souligné Madame la Ministre, tout en valorisant nos infrastructures nationales et nos capacités organisationnelles. Je tiens à saluer ici l'engagement constant de chacun des acteurs impliqués, mais surtout celui de IAS, dont l'expérience, la rigueur et le dynamisme constituent des atouts indéniables pour la réussite de ce sommet. La signature de ce partenariat avec l'entreprise privée IAS renforce la collaboration entre l'État et le secteur privé et marque une étape importante vers la modernisation et l'élargissement de l'accès à Internet à Madagascar, selon la ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications. Ce geste généreux permettra à nos invités, aux journalistes, aux acteurs économiques et à toute l'organisation du sommet de bénéficier de services de communication modernes et fiables, sans lesquels aucun événement de cette ampleur ne pourrait atteindre les grands standards internationaux que nous nous fixons. Mais au-delà du sommet, cet accord a une portée symbolique. Il illustre la vision partagée entre l'État et IAS pour faire du numérique un moteur de transformation de notre pays. Il démontre que lorsque le secteur public et le secteur privé avancent main dans la main, Madagascar franchit des pas de géant vers l'inclusion numérique. Vers cette collaboration, IAS confirme son rôle de partenaire stratégique et précieux du gouvernement dans la concrétisation de nos grands projets de modernisation des infrastructures numériques au bénéfice de tous les Malagasy. Il est à rappeler que 5 sites dans la capitale accueilleront les différents événements de la SADC du 3 au 18 août. Le stade Baréa de Mamasne, le CCI Ivat, l'hôtel 5 étoiles à Ivat, l'amphithéâtre EGS à Ankats et le MSP d'Ivat. Toujours au niveau du ministère des Affaires étrangères Malagasy, c'est justement ce département ministériel a bénéficié d'un don de 45 équipements bureautiques et technologiques de la part de la République populaire de Chine. Ces équipements comprennent notamment des téléviseurs, des ordinateurs, des téléphones, des caméras et bien d'autres appareils destinés à améliorer principalement les services de communication ainsi que la gestion au sein du ministère. Une cérémonie officielle de remise de ces équipements s'est tenue aujourd'hui au ministère à Nous, sous la direction de l'ambassadeur de Chine à Madagascar, Jinping, et de la ministre des Affaires étrangères Malagasy, Sirasa Tarafar-Vaftavk. Cette cérémonie a été précédée par la signature officielle de l'acte de réception du don. À cette occasion, la ministre a rappelé les précédents soutiens matériels et techniques fournis par la Chine à Madagascar, comme la remise de véhicules de luxe pour accueillir les chefs d'État lors du 45e sommet de la SADC. Elle a également souligné les projets d'infrastructures à long terme déjà entrepris par la Chine à Madagascar. Dans les actualités de ce jour également, les personnes recherchées dans l'affaire de falsification des numéros de l'avion parti pour l'Iran ont été arrêtées. Le président de la République a exprimé sa reconnaissance envers la police nationale pour cette arrestation, déclarant ceci: « Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers les forces de l'ordre, notamment les agents de la police nationale en charge des affaires criminelles, pour leur efficacité dans l'arrestation des 2 individus recherchés dans le cadre de l'affaire d'usurpation et de falsification d'immatriculation sur 5 avions qui, selon les enquêtes, ont atterri en Iran. Porter atteinte à la souveraineté nationale ou salir l'image de Madagascar est inacceptable. Cette affaire démontre clairement qu'ensemble, unis par notre patriotisme, nous pouvons atteindre nos objectifs. Je réaffirme ma détermination à combattre sans relâche pour la nation et je n'accepterai jamais les agissements de ceux qui cherchent à ternir l'honneur et la dignité de notre pays. » Dans la suite des informations de ce soir, parlant à présent social, 620 habitants issus de 3 districts de la région Sophie, à savoir les districts de Béalan, Nahansui et Befandjina Nord, ont bénéficié d'un soutien social octroyé par le ministère de la Population et de la Solidarité depuis le début de cette semaine. Il s'agit d'une aide sociale destinée à subvenir aux besoins quotidiens des habitants comme des couvertures, du riz, de l'huile et divers autres produits. Les personnes âgées ainsi que les personnes en situation de handicap n'ont pas été en reste et ont également bénéficié de ce soutien social. Felna Ragotorsoul nous en dit plus. Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du développement axée sur l'épanouissement humain,
Le ministère de la Population et de la Solidarité soutient les populations vulnérables sur les plans économiques et physiques. Il appuie également les femmes regroupées en associations diverses afin de les conduire vers l'autonomisation, gage d'un développement durable. La ministre de la Population et de la Solidarité, Razafzat Aurélie, a mené plusieurs actions sociales dans la région de Sofie. Des aides composées de kits comprenant des couvertures et des moustiquaires ont été distribuées à 220 personnes âgées et personnes en situation de handicap à Bealanan, 200 à Ansui et 200 à Befandjina Nord. Des équipements ont aussi été remis aux personnes handicapées. Des soutiens matériels ont été fournis aux femmes regroupées en associations œuvrant dans divers secteurs économiques, ainsi qu'un forum de la petite enfance et des opérations chirurgicales gratuites. Par ailleurs, les communes du district de Bealanan ont également reçu des équipements. Il s'agit d'actions rendues possibles grâce à l'appui du CIAD en collaboration avec le député élu dans la circonscription de Bealanan. Page culturelle, pour poursuivre ce journal, les communautés royales à Madagascar sont convaincues que l'autosuffisance alimentaire peut être atteinte grâce à la vulgarisation du riz hybride. Il est encourageant de constater que ce type de riz peut produire entre 9 à 12 tonnes par hectare. La durée de maturation est de 120 à 150 jours, ce qui permet 2 récoltes par an. La communauté royale a ainsi exprimé sa volonté de collaborer à la promotion du riz hybride lors d'une cérémonie de remise symbolique des prémices de riz qui s'est tenue à Anatrouva hier. On y est à Martina sur les images de Secha Angenab. Youans Madagascar, acteur dans la promotion de la culture du riz hybride à Anjanva Kimains, a offert symboliquement les prémices de la moisson de riz à la communauté royale de Madagascar. Au cours de cette campagne agricole, le rendement a atteint en moyenne 9 tonnes par hectare. Un résultat jugé encourageant par la communauté royale, surtout grâce à la collaboration étroite avec les paysans et les communautés locales. La communauté royale de Madagascar a exprimé sa volonté de participer activement à la vulgarisation de la culture du riz hybride à travers toute l'île. Elle a également demandé aux responsables de l'entreprise de faciliter l'accès des paysans aux intrants agricoles, en particulier les engrais. Elle projette par ailleurs de renforcer la production à travers des techniques modernes et un accompagnement direct des producteurs, notamment par des formations et la mise à disposition de matériel adapté aux caractéristiques des sols. L'objectif est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à Madagascar, en cohérence avec la vision du président de la République Andradzuiln, selon les explications. Riantsou et Miar, les 2 lauréats du concours La Voix d'Or organisé par la chaîne de télévision Viva, se sont envolés pour Dubaï hier soir. Le séjour d'une durée d'une semaine est offert par Tia Voyage. À cette occasion, ils ont également reçu le micro d'or symbolisant leur victoire à ce concours de chant organisé par Viva. Reportage de Ruth Christelle Rakoutoumala sur les images de Viva Productions. Le grand jour est enfin arrivé hier pour Riantsou et Miar, les lauréats du concours La Voix d'Or 2024, qui ont pris leur envol pour Dubaï. Ayant dû poursuivre leurs études, ils n'avaient pas pu profiter plus tôt de leur récompense. Les 2 gagnants étaient tout excités à l'aéroport d'Ivat, n'ayant presque pas dormi la nuit précédente. C'est leur tout premier vol en avion et aussi la première fois qu'ils quittent leurs parents pour un certain temps. Les billets d'avant leur ont été remis hier par Tia Voyage. Durant cette semaine à Dubaï, ils visiteront de nombreux sites emblématiques qui font la renommée de la ville. Tia Voyage, spécialiste des séjours à l'étranger, a déjà organisé des voyages vers des destinations telles que l'île Maurice, l'Égypte, Dubaï, la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, Singapour ou encore le Japon. Hier également, le micro d'or leur a été officiellement remis, accompagné d'une allocation offerte par la chaîne Viva. Pour l'année 2025, aucun concours La Voix d'Or n'aura lieu, mais les organisateurs promettent un grand retour en 2026 avec de belles surprises. Nous vous en communiquerons les détails en temps voulu. Le vol transportant Riantsou et Miar a décollé à 2 h du matin. Dans les actualités internationales de ce soir, des étendues de forêts calcinées encore parcourues par des flammes. Les pompiers portugais et espagnols restent hier mercredi en alerte maximale pour tenter de contenir les feux de forêt qui ravagent la péninsule ibérique depuis quelques jours. France 24. Le petit village de Melres, à 40 km de Porto, encerclé par les flammes. Les habitants regardent l'incendie se rapprocher des maisons, impuissants.
Certains ont déjà dû être évacués. Si ce n'étaient pas les pompiers qui étaient venus nous sauver, ce ne sont pas les gens d'ici qui auraient pu faire quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse au milieu de tout ça? On serait tous morts brûlés. L'année dernière, ça avait déjà brûlé de l'autre côté. C'était de la folie. Et maintenant ici, ce sont nos maisons qui sont menacées. C'est terrible. À Arouca, 50 km plus à l'est, la nuit a été terrible, avec des flammes de plusieurs mètres de haut. 2 jours ici que la forêt est en train de brûler. Au Portugal, la quasi-totalité du pays est en état d'alerte. Plus de 2000 pompiers sont mobilisés, 7 feux sont toujours actifs, alimentés par des températures élevées et des vents soutenus. Même cause et mêmes effets, juste de l'autre côté de la frontière en Espagne. Dans cette région, l'incendie a déjà détruit 2500 hectares de végétation. 6 hameaux ont été évacués par précaution. Dans cette autre région plus à l'est, le feu n'est toujours pas maîtrisé. Les habitants ont dû rester confinés toute la nuit. On dirait que ça va mieux maintenant, mais la nuit dernière, c'était très dangereux. Les autorités espagnoles espèrent une accalmie au niveau des vents pour venir à bout enfin de ces incendies. Elles appellent la population à la plus grande vigilance. Et face aux surtaxes douanières annoncées par Donald Trump le 2 avril 2025, plusieurs pays, parmi lesquels le Japon, la France, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, le Vietnam et d'autres membres de l'Union européenne ont signé des accords avec les États-Unis. Ces nouveaux droits de douane qui doivent entrer en vigueur le 1er août ont été partiellement renégociés dans le cadre de ces ententes conclues ces dernières semaines. France 24. La Corée du Sud est le dernier pays à signer un accord avec les Américains. 15% de droits de douane seront imposés aux produits sud-coréens exportés aux États-Unis, contre 25% annoncés au départ. Le pays s'est engagé à investir 350 milliards de dollars sur le sol américain. Les droits de douane américains sur les automobiles, notre principal produit d'exportation, ont également été réduits à 15%. Pour les futurs droits de douane sur les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques, ils ne seront pas traités de manière plus défavorable que ceux d'autres pays. L'Union européenne et le Japon sont sur le même niveau de taxe de 15%. Tokyo va investir 550 milliards de dollars sur le sol américain et subira une surtaxe plus élevée sur l'acier et l'aluminium. Auparavant, 3 autres pays asiatiques ont signé avec Donald Trump. Les Philippines et l'Indonésie se verront appliquer 19% de droits de douane, 20% pour le Vietnam. Ce dernier est un partenaire clé des États-Unis pour les exportations de produits textiles. Tous ont réussi à négocier des taux inférieurs à ceux initialement annoncés par Donald Trump. Enfin, le pays qui a obtenu l'accord le plus favorable est le Royaume-Uni, 10% de droits de douane pour les produits britanniques, mais avec un plafond sur les exportations de véhicules. Londres essaie toujours de négocier des exemptions sur l'acier et l'aluminium. Pour clore ce journal, partant en Russie et parlant du conflit entre l'Ukraine et ce pays, la Russie a lancé une attaque combinée de plus de 300 missiles et drones contre Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi, tuant au moins 6 personnes, dont un enfant, et en blessant des dizaines d'autres, ont déclaré aujourd'hui les autorités ukrainiennes. France 24 nous en dit plus. 2h07 du matin dans le métro de Kiev. Ses habitants se sont réfugiés dans cette station souterraine et essayent de trouver le sommeil. À la surface, des bombes s'écrasent dans un fracas assourdissant. Au petit matin, les secours tentent encore d'éteindre les flammes et évacuent des victimes coincées sous les décombres. De nombreux immeubles résidentiels ont été frappés, comme celui de cet homme blessé. Il y a eu une deuxième alerte à la bombe. Je me suis levé, j'ai pris mon téléphone et j'ai vu que 5 missiles de croisière se dirigeaient vers Kiev. J'ai essayé de réveiller ma femme, mais ensuite, il y a eu des explosions et c'était fini. Notre fille est maintenant à l'hôpital. Les bombardements, qui ont aussi touché des écoles et des hôpitaux, ont fait plusieurs morts, dont un enfant de 6 ans et des dizaines de blessés. Une attaque massive. En quelques heures, 8 missiles et plus de 300 drones se sont abattus sur la ville, selon le président ukrainien. Son ministre des Affaires étrangères appelle Washington à accentuer la pression sur Vladimir Poutine. Le président Trump a été très généreux et très patient avec Poutine, essayant de trouver une solution. Il est temps de mettre la pression maximum sur Moscou.
Il est temps de synchroniser toutes les mesures de sanctions. Il est temps d'imposer la paix par la force. Ces derniers jours, les forces russes ont multiplié les attaques meurtrières sur l'Ukraine, faisant fi de l'avertissement américain. Donald Trump a donné 10 jours à compter de mardi à Vladimir Poutine pour mettre un terme au conflit sous peine de nouvelles sanctions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.